Merci bien, messieurs. Je voudrais vous faire partager un plaisir. Le plaisir que l'on a à écouter une conversation intelligente, parfois un peu lointaine, dont on ne saisit que des fragments, mais des fragments qui éclairent des pans entiers de la connaissance et de la construction de la science moderne. Ces fragments aux multiples facettes, ce sont ceux que le groupe d'Alembert a pu retrouver de la correspondance du savant entre 1741 et 1752, le volume dont parlait Madame Brechignac, pour ce premier volume de lettres annotées. Ces éditeurs, dont plusieurs sont présents dans la salle et pourront répondre directement à vos questions, les publient en reconstituant le tissu des liens que ces lettres entretiennent avec leur temps. Mais qui est d'Alembert le 13 mai 1741, lorsque commence la correspondance? Un jeune homme de 23 ans, il en a 35 sur le beau pastel que vous voyez ici, qui vient tout juste d'être choisi par l'Académie des sciences et nommé par le roi Louis XV pour devenir membre de la prestigieuse compagnie comme adjoint astronome. Mais en fait, un plus jeune d'Alembert encore, puisqu'il ne porte ce nom d'Alembert, ce surnom devrais-je dire, que depuis 2 ou 3 ans. Pour ceux qui sont intrigués par les origines de l'enfant trouvé sur les marches de l'église Saint-Jean-le-Rond un soir de novembre 1717, et l'on ne peut manquer de l'être intrigué, tant pour comprendre sa personnalité scientifique que sa position d'homme de lettres dans la France d'Ancien Régime. Pour ceux donc qui voudraient relier les différentes images d'Épinal illustrant les origines de l'académicien encyclopédiste à une réalité d'archives, je ne peux que renvoyer aujourd'hui aux articles de Françoise Launay dans la revue Recherches sur Diderot et sur l'encyclopédie. Voici une de ces images d'Épinal, tirée d'un vaudeville sur l'orphelin du Parvis, comme vous le lisez, mais il en est d'autres, celle par exemple opposant sa nourrice, la bonne vitrière Madame Rousseau, et sa mère, la belle et scélérate chanoinesse Tansin, comme disait Diderot. Françoise Launay, qui a bien sûr participé à ce volume, a ouvert de nouvelles pistes à la réflexion socio-biographique. Vous verrez ainsi dans son contexte le premier témoignage d'existence de celui qui ne s'appelle encore que Jean Leron. Le voici. De l'ordonnance de nous, Nicolas de Lamarre, conseiller du roi, commissaire au Châtelet, a été levé un garçon nouvellement né, trouvé exposé et abandonné dans une boîte de bois de sapin, exposé dans le parvis Notre-Dame ou sur les marches de l'église de Saint-Jean-le-Rond, lequel nous avons à l'instant fait porter à la couche des enfants trouvés pour y être nourris et allaités en la manière accoutumée. Fait et délivré le 16 novembre 1717, 6 heures du soir. Vous pouvez également voir le document original signé du commissaire de Lamarre et la mention portée le lendemain, tout en bas, du baptême de Jean Leron. Et en 1752, qui est d'Alembert? Un académicien des sciences, rapidement passé du statut d'adjoint à celui d'associé en 1746, ayant maintenant à son actif de nombreux succès scientifiques, pour lesquels il est connu aujourd'hui et pour lesquels vous le connaissez sûrement, le traité de dynamique d'abord, en 1743, où d'Alembert énonce son fameux principe de dynamique, que vous lisez ici, dans l'édition de 1743, principe général pour trouver le mouvement de plusieurs corps qui agissent les uns sur les autres d'une manière quelconque. Je ne vous fais pas la lecture de l'énoncé de 1743, qui, vous voyez, est assez long et continue sur la page suivante, car d'Alembert l'a repris en 1749, et surtout après Lagrange, il a souvent été reformulé en termes de déplacement virtuel, sûrement plus familier aux mécaniciens d'aujourd'hui. Je renvoie là au travail de Christoph Schmitt. Le traité de dynamique est suivi du traité des fluides qu'il applique et de l'obtention en 1746 du prix de l'Académie de Berlin sur la cause générale des vents. Contrairement à ce que le titre « Réflexion sur la cause générale des vents » de l'ouvrage de 1747 pourrait laisser croire, d'Alembert n'y détermine pas l'origine des vents, mais traite un modèle d'oscillation fluide en bassin fermé, exposant, sur des points mathématiques qu'il mobilise, d'importants résultats. Il pose les bases d'une première théorie des équations aux dérivées partielles, en appliquant le calcul différentiel et intégral à l'hydrodynamique. Ces points seront détaillés dans l'édition de la cause des vents. Ici, dans la correspondance, ce n'est pas sur la genèse du contenu que la correspondance nous éclaire, mais sur la genèse de l'épître dédicatoire à Frédéric II que d'Alembert place en tête de l'ouvrage. C'est donc à l'académicien brillant, fréquentant les salons, ami de l'efficace, bien que déjà un peu sulfureux Diderot,
que les libraires avisés confient les rênes du projet d'une encyclopédie en 1747. 2 ou 3 lettres de 1746 à un ami peu connu, le marquis d'Adhémar, sont notre seule source d'information sur l'activité préliminaire de traducteur de la Cyclopédia anglaise par d'Alembert. Ainsi écrit-il dans la lettre 4603. « Mes occupations sont actuellement celles de La Fontaine, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire, et excepté une petite besogne qui me rapporte environ 3 louis par mois. Et dans la suivante, si je n'avais une certaine tâche d'écriture à faire, qui est la traduction d'une colonne par jour, je serais actuellement homme de lettres, sans plume ni encre. » Notez bien encre avec un A, c'est-à-dire un petit clin d'œil à une possible levée d'encre pour partir à l'étranger. Mais quelques mois plus tard, il n'a plus un moment de libre pour écrire à son ami. Le grand ouvrage, l'encyclopédie et la géométrie, vont désormais l'accaparer. 5 années de travail acharné, faisant fi, non sans mal, des ennemis, traverses et embûches politiques, éparaient le premier volume de l'encyclopédie, dont le prospectus prévoyait 10 volumes in folio, vous voyez ici le prospectus de l'encyclopédie avec les 10 volumes promis, et qui en contiendra finalement 28. D'Alembert et Diderot n'ont donc pas ménagé leur peine, que ce soit comme rédacteurs de leur parti ou comme éditeurs, rassemblant les contributions, choisissant, révisant, coupant, amendant et augmentant considérablement la traduction de l'encyclopédie anglaise de Chambers, le point de départ, déjà fort éloigné en 1752, lorsque paraît le volume 2. C'est donc cet encyclopédiste, fier de son discours préliminaire au dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, la suite du titre de l'encyclopédie, qui aborde les tumultes de l'année 1752, où l'encyclopédie affronte sa première interdiction. Marie Lekatsiomis reviendra sur l'histoire si actuelle de cette bataille de l'esprit. Si d'Alembert, auréolé du succès littéraire de son discours, programme philosophique des Lumières, n'est pas encore membre de l'Académie française en 1752, il est sur la bonne route et a quelques compagnons sûrs. Mais avant cela, que savons-nous du chemin parcouru par Jean Leron, dit d'Alembert depuis sa boîte de sapin, en bois de sapin, jusqu'à l'essai sur la société des gens de lettres et des grands, où il écrit en 1753, vous l'avez à l'écran aussi, « Les Romains disaient, du pain et des spectacles, qu'il serait à désirer que tous les gens de lettres eussent le courage de dire du pain et la liberté. Je parle de liberté, non seulement dans leur personne, mais aussi dans leurs écrits. Je ne la confonds pas avec cette licence condamnable qui attaque ce qu'elle devrait respecter. Le vrai courage est celui qui combat les ridicules et les vices, ménage les personnes et obéit aux lois. Liberté, vérité et pauvreté, car quand on craint cette dernière, on est bien loin des 2 autres. Voilà 3 mots que les gens de lettres devraient toujours avoir devant les yeux, comme les souverains, celui de postérité. Au XVIIIe siècle, qui voit un essor sans précédent de l'écrit, qu'il soit imprimé ou épistolaire, nous savons beaucoup, mais pas tout, loin s'en faut. Jusqu'à la lettre officielle du ministre Maurepas, qui nomme d'Alembert membre de l'Académie, en 1741 donc, pas une lettre ne nous est connue. Vous voyez ici le registre de la Maison du Roi, aujourd'hui conservé aux Archives nationales, qui garde trace de ces lettres de nomination. Et jusqu'à la lettre suivante du même ministre, pour sa promotion d'associé en 1746, une seule lettre a été retrouvée. Cependant, jusqu'à quelques mois avant la parution de notre volume, fin 2014, nous ignorions l'existence de cette lettre de d'Alembert, pourtant imprimée à la fin du XVIIIe siècle, en 1788. Certes, dans un périodique italien peu connu, l'Antologia Romana, certes traduite en italien et surtout publiée sans aucune indication quant à sa date de rédaction. Mais en recoupant son contenu avec la vie de son destinataire, le père minime mathématicien, commentateur des Principia de Newton, François Jacquier, l'évidence s'est imposée. Nous avions là la première lettre privée connue de d'Alembert. Lettre passionnante puisqu'elle mentionne la transmission par d'Alembert à Jacquier de ses premières recherches sur le calcul intégral, manuscrit dont seule la copie dans les registres de l'Académie des sciences est connue, et qui a été publié pour la première fois par Christian Gillan en 2007, dans le volume 1/4A qui est sur la table, des œuvres complètes. Lettre qui déplore déjà l'ignorance et la malveillance parisienne, où l'on voit d'Alembert rêver du voyage d'Italie, vers laquelle il ne partira avec son fidèle Condorcet que 25 ans plus tard, mais qu'il n'atteindra jamais, renonçant au tracas du voyage à mi-chemin.
Lettre qui annonce les succès de d'Alembert auprès de Frédéric II et de son académie à Berlin, succès dû à ses talents scientifiques, à sa verve philosophique, mais aussi dû à l'entremise de l'académicien français devenu berlinois, Maupertuis, le prosélyte newtonien, son ami et protecteur. D'Alembert vit alors avec peu de fortune et le revendique, on l'a vu, mais déjà de belles amitiés qui font dire à sa grande amie d'alors, la fort influente Madame du Deffand, dans une lettre au président de l'Académie des sciences et belles-lettres de Prusse, Maupertuis. « Je donnerais toute chose au monde pour que, tandis que d'Alembert serait obligé de rester ici, comprenez à Paris, pour obtenir 100 écus de gratification, vous, Maupertuis, lui en fissiez donner 1000. Le Maurepas en enragerait, Voltaire en mourrait, et Méran, Réaumur et leurs consorts en auraient au moins la jaunisse. Mais l'on sait que le très parisien d'Alembert résista toute sa vie aux sirènes prussiennes, malgré son amitié pour Frédéric II, que Maurepas sera disgracié, d'Alembert fâché avec Madame du Deffand, et qu'il deviendra l'alter ego de Voltaire. Restons néanmoins à la période 1746-1752, dont nous avons vu qu'elle était pour d'Alembert celle des débuts de l'encyclopédie, bien sûr, mais aussi celle d'une intense production scientifique, pour laquelle nous bénéficions de l'éclairage de 2 correspondances, les lettres avec Euler et celles avec Cramer. De longues lettres, vous en voyez ici quelques exemples. 29 avec Euler, 25 avec Cramer nous sont connus, et d'autres ne nous sont pas parvenus. Mais la densité des échanges et du contenu permet de mieux comprendre l'histoire de délicates questions mathématiques et astronomiques que je vais tenter de vous résumer en quelques mots et que vous pouvez lire en détail en lisant la notation. La période 1747-49 en particulier constitue pour les sciences physico-mathématiques un tournant avec ce que l'on peut appeler la crise newtonienne. C'est le moment où est problématisée la différence entre le mouvement de l'apogée lunaire obtenu par les tables et les observations, donc empiriquement, et celui obtenu en résolvant les équations issues de la loi d'attraction universelle newtonienne, théoriquement donc. Cette différence remet-elle en cause l'universalité de la loi en 1 sur R2 ? Implique-t-elle l'existence d'une autre force ? Ou faut-il chercher une faille dans la résolution approchée des équations ? La réponse à ces questions, je dirais presque modernes, passe par la nécessaire mise en forme mathématique de ce qui deviendra la mécanique céleste, science en plein essor. Les lettres permettent d'approcher au plus près la façon qu'ont Clairaut, Euler et d'Alembert de s'attaquer aux problèmes et de restreindre les hypothèses possibles, éliminant toute discussion de type métaphysique, telle que celle qui oppose Clairaut à Buffon. Alors là, je suis en face de Buffon, d'Alembert est derrière moi, vous voyez qu'ils sont assez loin. Ajouter un terme en 1 sur R4 à la loi en 1 sur R2 relève-t-il de la compétence du géomètre ou de celle du philosophe naturel ? Buffon. Elle permet également de mesurer l'importance de la forme des échanges académiques et le rôle stimulant des querelles de priorité. Cette étude fine est celle de Michel Chaperon-Touzé, qui avait déjà publié dans les œuvres complètes La théorie de la Lune de d'Alembert, travail inédit et rédigé en 1748, en plein cœur du débat, le volume 6 qui est également sur la table. Il est question de ce mémoire en particulier dans les lettres de Lair ou à Euler que vous voyez ici. De même, le travail d'édition du volume 1.7, Précession et nutation des équinoxes, fait écho à la correspondance. Dans cet ouvrage publié en 1749, d'Alembert explique ces mouvements de l'axe des pôles terrestres par la gravitation newtonienne, mouvement de précession connu depuis Hipparque, dont Newton avait donné une explication, mais dont d'Alembert est le premier à donner une théorie précise et complète. On y mesure les difficultés rencontrées par d'Alembert dans l'intégration des équations différentielles du mouvement de l'axe de la Terre, subsistant jusqu'à la fin de 1748 et surmontées avec succès en mars 1749. On voit en effet dans la lettre 4901 que notre géomètre a retrouvé par la théorie la période principale d'oscillation de l'axe que montrent les observations de l'astronome anglais Bradley, lu à la Royal Society en 1748, mais sans doute connu partiellement par d'Alembert vers 1746. On y lit également les prémices de la solution qu'il va apporter aux divergences entre résultats prédits par la théorie et observations, tant géodésiques qu'astronomiques. La correspondance avec Euler et Cramer, là ce sont des lettres, certains des brouillons de Cramer, permet également de dégager le raisonnement mathématique de d'Alembert autour des 4 principaux thèmes traités: le théorème fondamental de l'algèbre et la théorie des imaginaires, les points de rebroussement de seconde espèce, les logarithmes des nombres négatifs ou imaginaires,
les séries et leur application aux courbes. Le théorème fondamental de l'algèbre, qui ne s'appelle pas encore ainsi, énonce qu'un polynôme réel de degré quelconque n peut se factoriser en produit de polynômes réels de degré 1 ou 2. De nombreux domaines du calcul intégral dépendent de ce théorème, dont d'Alembert et Euler cherchent en parallèle une démonstration, suivant deux méthodes si différentes qu'elles inaugurent deux traditions dans l'histoire des démonstrations du théorème, la tradition algébrique pour Euler, analytique pour d'Alembert. Christian Gillin avait édité dans le volume 1-4a les textes de mathématiques pures écrits par d'Alembert, souvent sous-estimés par l'historiographie, apportant nombre de pièces nouvelles au puzzle de l'intrication des questions mathématiques traitées par les deux géomètres. Mais les échanges entre les savants vont, à partir de 1749, prendre un ton plus distant, voire aigre, jusqu'à la rupture, alors que les sujets de désaccord, d'incompréhension et de ressentiment s'accumulent. Ici aussi, l'élucidation des allusions épistolaires ouvre des champs que les textes publiés masquent parfois, que ce soit autour de la question de l'extension de la fonction logarithme au nombre négatif et complexe, ou de la jolie question des points de rebroussement des courbes, faisant intervenir une erreur faite par l'académicien Degois, erreur trouvée séparément par Euler et d'Alembert, ce qui occasionne une nouvelle querelle de priorité. Il est amusant de voir que le mathématicien genevois Cramer, ami et correspondant des deux lions, vous voyez ces lettres, conserve une neutralité prudente en traitant ces points singuliers dans son ouvrage sur les courbes qui paraît en 1750. Cette approche algébrique des courbes est au cœur de ses échanges avec d'Alembert, qui aimerait la concilier avec une approche géométrique. Par ailleurs, d'Alembert comme Cramer adoptent une attitude un peu à contre-courant de leur époque, en, disent-ils, se défiant de toute cette méthode des suites, c'est-à-dire de l'utilisation formelle de séries sans se soucier de leur convergence. Il ne faut pas oublier que ces discussions ont lieu en parallèle à la rédaction par d'Alembert des articles mathématiques de l'encyclopédie, dont il est amusant de noter que Degois, celui dont je viens de vous parler, est le premier éditeur, choisi par les libraires avant d'être remplacé par Diderot et d'Alembert, et que l'avis de son ami Cramer, même à distance, se fait sentir dans les articles de l'encyclopédie. L'affaire qui mettra fin, pour un long temps, aux relations entre Euler et d'Alembert n'est cependant pas mathématique, mais hydrodynamique. Alexandre Guilbault a montré la tension croissante entre les versants théoriques et expérimentaux de cette science et l'importance de l'apport de d'Alembert à l'approche analytique de l'écoulement et de la résistance des fluides. Plus précisément, dans les lettres suivant le traité des fluides de 1744, se pose la question de l'apparition d'une pression négative dans certaines conditions et du désaccord de d'Alembert avec Daniel Bernoulli. C'est l'objet de la figure que vous voyez sur cette lettre, pardon, j'aurais dû retourner en arrière, la figure qui est en haut à gauche, ici. Ah, voilà. Voilà, cette petite figure que vous voyez là, c'est ça la pression négative. Donc dans certaines circonstances qui sont décrites ici. L'arbitrage d'Euler ne satisfait guère d'Alembert, et lorsque sa pièce pour le prix de Berlin de 1750 n'est pas couronnée sous prétexte de report de prix, il la reprend, la publie à Paris, et pense, sans doute à juste titre, Euler responsable de ce mauvais coup. Or, son mémoire apportait des avancées théoriques importantes, et les 5 autres pièces en concours à Berlin étaient nettement inférieures, ce que d'Alembert ne manquera pas d'expliciter dans la lettre à Euler qui met fin à leur relation en septembre 1751. Mais dynamique, astronomie, mathématiques, hydrodynamique ne sont pas les seules cordes que d'Alembert fait vibrer à son arc en ses riches années créatrices. Alain Tchernouski montre comment, partant de l'examen de la théorie de l'harmonie que Rameau présente à l'Académie, vous avez ici une lettre à Rameau en 1749, d'Alembert propose d'en rédiger une présentation claire et accessible. Ce seront les éléments de musique qui paraissent début 52. Donc cette lettre à Cramer parle de ça, cette lettre à Rameau est à propos de la rédaction des éléments de musique. Parallèlement, une lettre de Rousseau montre comment d'Alembert s'occupe très attentivement de la relecture des articles de musique, avant même de s'investir dans leur rédaction à proprement parler. Parce que oui, il a rédigé des articles de musique de l'encyclopédie. Si la musique au XVIIIe siècle, et particulièrement pour d'Alembert, est un domaine entre science et art, un objet de théorie mathématique, mais aussi esthétique, elle est également l'occasion de sorties à l'opéra, de conversations, voire de polémiques, dont d'Alembert dira qu'elles sont aussi violentes et vaines que les querelles théologiques. La plaisanterie est déjà sous sa plume dans l'une des dernières lettres.
Il écrit « Nous avons ici depuis 3 mois à l'opéra des intermèdes italiens, les bouffons, dont la musique est excellente. C'est en vérité une langue dont nous n'avions point l'idée que cette musique, mais c'est une langue expressive, pleine de vivacité, presque toujours vraie, et bien plus vivement que la nôtre. Cela est prêt à faire un schisme dans l'opéra, comme les billets de confession dans l'Église. Vous vous souvenez que la querelle des billets de confession est cette violente querelle sociale liée à la décision prise en 1749 par l'archevêque de Paris d'exiger des mourants un billet de leur confesseur, prouvant leur rejet du jansénisme, sous peine de se voir refuser sacrement et sépulture chrétienne. On trouve à tout bout de lettre la gaieté plaisante de celui qui se décrivait comme ne cherchant qu'à amuser et à divertir ceux qu'il aimait dans une société de salon choisi, connu comme celui de Madame du Deffand ou inconnu aujourd'hui comme celui de Madame de Créqui. En voici un exemple avec la lettre 5124, portée comme un billet, vous voyez l'adresse en haut à droite. Donc portée comme un billet, sans doute de la rue Michel-le-Comte, où d'Alembert habitait, au centre de Paris, au collège des 4 Nations où elle résidait, c'est-à-dire à une centaine de mètres d'ici. Le collège Mazarin lui louait un appartement situé au-dessus de la porte d'entrée du collège, où d'Alembert avait fait ses études, porte du collège que vous avez vue en entrant quai Conti tout à l'heure, et au-dessus de 2 boutiques de plain-pied qui lui servaient de cuisine. À pied, vous êtes donc entré par la cuisine de la marquise, à qui d'Alembert écrivait « Vos perdrix », alors c'est le début de la lettre à Madame de Créqui qui est ici, « Vos perdrix, madame, vos bécasses, et votre lettre meilleure que bécasses et perdrix m'ont trouvé couché, et qui pisait dormant, c'est-à-dire faisant ce qu'il y a de mieux à faire au monde quand on ne vous voit et qu'on ne vous lit pas. » Madame de Créqui avait en effet un château en Mayenne et fournissait en gibier ses amis désargentés, comme d'Alembert et Rousseau, amis à l'époque. D'Alembert lui dira un autre jour « Vos 3 bêtes sont mangées, madame, ce soir et demain. Pourquoi les 3/4 de nos beaux esprits ne leur ressemblent-ils pas? On en dînerait et ils n'en sauraient plus parler. » Reprenons la lettre, donc après le début que je vous ai lu. Je fus hier au pavillon, c'est-à-dire le pavillon carré de l'ouest du collège Mazarin, voilà, qui fait face au pavillon abritant depuis ses débuts par là, la bibliothèque dite Mazarine, laquelle abrite un exemplaire du premier tirage de l'encyclopédie, numérisé aujourd'hui pour servir de garant à son édition numérique dans le cadre du projet Ancre. Le pavillon ouest, lui, abritait le salon de Madame Lemery, encore plus inconnu que celui de Madame de Créqui. Au pavillon, donc je reprends le cours de la lettre, où je dis que j'avais été malade, on en parut fort inquiet, et en conséquence nul reproche. On parla de la thèse de l'abbé de Prade, qui fut condamné par Madame Lemery au feu. C'est la fameuse thèse à l'origine de l'exil de l'abbé de Prade auprès de Frédéric II, et surtout à l'origine de la première interdiction de l'encyclopédie. Puis, dans la lettre, il est question de Condillac, de Mademoiselle Ferrand, dont le regard pétillant d'intelligence a été capté par le pastel de Quentin de Latour, pastel dont vous avez vu le portrait de d'Alembert au tout début, d'Helvétius, de la façon de mourir suivant Boindin ou suivant la Métrie, pour mettre en garde la dévote Madame de Créqui, gare le curé, c'est en haut de la deuxième lettre, de la deuxième page, et terminé par une jolie liste de travaux, 4 épreuves à corriger, un avertissement à achever, l'errata du second volume, comprenez de l'encyclopédie, à composer, les jésuites à bâtonner, les jansénistes à fustiger, travaux exécutés suivant une méthode éprouvée, toujours dans cette lettre, je me couche à 9h, me lève à 9, je vous écris, je mange vos bêtes, et tout se trouve fait, qui semble manifestement lui assurer une meilleure humeur que celle de Rousseau, dont les récriminations à la fin de la lettre, je serai copié, etc., comme on dit, je serai copiste, égayent le dernier paragraphe. Il est maintenant temps d'affiner d'autres facettes de ce Jean d'Alembert, qui scella toutes les lettres que nous connaissons, sauf une, d'un cachet portant ses initiales, J pour Jean et D pour d'Alembert, que vous voyez ici entrelacées sur ce cachet. Ces lettres sont très belles et vous avez vu que l'on a envie d'avoir accès à la matérialité de leur écriture. Si la quiétude d'une édition papier, comme celle-ci, sied à la lecture en détail et en profondeur, elle ne permet pas de voir les manuscrits. C'est pourquoi nous avons créé, avec Alexandre Guilbeault, une interface de lecture, interrogeable et en accès libre, d'Alembert en toutes lettres, sur le site d'Alembert hébergé par l'Académie des sciences. Vous voyez ici, vous ne pouvez pas le lire, mais vous pourrez le lire facilement chez vous, puisque c'est en accès libre,
la présentation du fonds conservé, donc du fonds des lettres de d'Alembert, conservé aux archives de l'Académie. Si l'on clique sur le petit onglet en bas, consulter la lettre 4911 à Grandjean de Fouchy, et consulter le manuscrit, on peut lire la transcription, ce que vous voyez ici, qui en a été faite en regard du manuscrit. Bien sûr, les 2300 lettres retrouvées de d'Alembert ne sont pas seulement interrogeables par l'un des centaines de fonds où elles sont conservées, comme ici celui des archives de l'Académie des sciences, mais également par auteur, lieu d'envoi ou de réception résumé, ce que vous voyez sur le moteur de recherche à droite. Je vais donc m'arrêter ici et laisser la parole, les cordes vocales de Patrick Gérard, nous évoquer un autre enjeu mathématique, les cordes vibrantes.